Bonjour, presque bonsoir. Nous sommes en direct du salon Solutions Ressources Humaines, donc pour sa 19e édition. Et j'ai le plaisir de recevoir à la fois un partenaire, mais aussi un exposant qui s'appelle Opcalia, qui est une institution. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Éric Merchaud. Vous êtes directeur Île-de-France de Opcalia. Alors voilà, oui, je suis directeur d'Opcalia Île-de-France. Opcalia Île-de-France fait partie d'un réseau. Donc il y a dans chaque région un Opcalia et nous couvrons toute la région Île-de-France, sachant qu'il y a une partie interprofessionnelle et une partie de branche, on reviendra dessus, Oui. qui fait que globalement Opcalia Île-de-France c'est de très loin la plus grosse structure du réseau. La plus grosse structure, c'est ce que je pensais. Oui, et puis merci à monsieur Boris Bokowski d'être présent à mes côtés, à nos côtés. Donc vous êtes plutôt sur le pôle grandes entreprises chez Opcalia, si j'ai bien compris. Voilà, donc Boris Bokowski, effectivement, je suis le directeur du pôle grande entreprise. Opcalia Île-de-France a une particularité, c'est de s'être organisé en 3 pôles qui sont définis en fonction des tailles d'entreprise pour avoir une offre de service qui soit adaptée en fonction de ces tailles d'entreprise. Donc on a un pôle très petite entreprise qu'on appelle le pôle TPE, un pôle PME pour les entreprises de 50 à 250 salariés et un pôle grande entreprise dont je suis le directeur. Oui, on y reviendra justement sur ces 3 pôles parce que c'est quand même différencié au niveau. Mais donc je voulais justement, parce que pour la plupart des entreprises, vous êtes connu, réputé comme un organisme collecteur de fonds et redistributeur de ces fonds à des fins de formation, si j'ai bien compris. Et donc je pense que vous voulez aussi dépasser ce stade simplement d'organisme collecteur et que vous avez d'autres missions dont on va parler pendant cet interrogatoire. Alors oui, on peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est un OPCA. Hein. Les entreprises cotisent à des OPCA, mais disons le grand public connaît mal les OPCA. Un OPCA, c'est un organisme agréé par l'État et qui est géré par les partenaires sociaux. Il en existe depuis une récente réforme, seulement 20 en France. 18 sont des OPCA de branche professionnelle et 2 dont Opcalia sont des structures à la fois de branche pour une partie, mais surtout des structures interprofessionnelles. C'est-à-dire que les entreprises qui versent chez nous relèvent de tout secteur d'activité. Et en tant qu'OPCA, donc, comme vous le disiez, notre première mission, c'est de collecter et redistribuer et gérer donc les fonds de la formation professionnelle. Mais bien sûr, on ne se contente pas de ce type de prestations, entre guillemets. On développe des services d'accompagnement, de conseil, de gestion administrative. On monte des projets. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, Opcalia, qui est un des leaders en France, est très positionné prestation de services auprès des entreprises, au-delà de cet organisme agréé à gestion paritaire. Avec une gestion administrative seulement auprès des entreprises. Non, mais justement, parlons justement de ce premier volet justement d'organisme collecteur, puisque ça fait partie de votre base de fonctionnement. Et comment ça se passe réellement on peut y venir aussi à propos des entreprises. Ce n'est pas les mêmes quotes-parts de cotisation pour les grandes entreprises comme pour les petites. Les pourcentages sont différents. Expliquez-nous ça. Alors, bon, je ne sais pas s'il est opportun de rentrer dans les détails précis fiscaux, mais globalement, effectivement, il y a une différence assez forte de contribution entre les moins de 10 salariés et, pour faire simple, les plus de 10 salariés, même s'il y a un petit delta entre les plus de 10 et les plus de 20. Concrètement, les entreprises donc, de plus de 10 salariés ont une contribution relativement forte qui est calculée sur la masse salariale avec différents postes de contribution. Une partie qui correspond au financement de ce qu'on appelle le plan de formation, c'est le 0,9% de la masse salariale. Et ça, c'est toutes les actions que l'entreprise met en place pour le bien de ses salariés et pour la compétitivité de la structure. Et donc, c'est à l'initiative de l'employeur. On a une partie des contributions dite professionnalisation, je vous passe les taux, mais qui sert à financer quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est l'intégration des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs via le contrat de professionnalisation, les périodes de professionnalisation et le DIF, avec notamment le DIF portable. Et puis il y a une troisième contribution
qui sert à financer notamment les congés individuels de formation et qui est en grande partie versé aux FONGECIF et plus globalement aux OPACIF. Donc on a des budgets de formation qui diffèrent en fonction de la taille de l'entreprise, notamment parce que des critères fiscaux définissent le volume qu'elle doit contribuer en termes financiers. Et on a des entreprises qui sont plus ou moins dynamiques en termes de formation et qui vont dépasser ces obligations légales. C'est-à-dire qu'on a en fait un plancher en deçà duquel l'entreprise ne peut pas ne pas contribuer, mais elle a tout à fait l'attitude à verser au nombre de salariés. C'est effectivement défini en fonction. Oui, quand je disais moins de 10, c'était moins de 10 salariés, pardon. C'est ça. Et plus de 10 salariés. Donc c'est effectivement lié au nombre de salariés. Mais pour vous donner une idée, donc moi en tant que directeur du pôle grande entreprise, j'ai une vision sur les grandes entreprises. Globalement, les dépenses de formation, théoriquement pour ces grandes entreprises, c'est 1,6% de la masse salariale. Oui. Ça, c'est l'obligation fiscale. On constate en moyenne, ça baisse un peu là depuis que la crise est là, mais globalement, on est aux alentours de 3 à 2,9% de dépenses de formation tout confondu. Donc vous voyez, on est au double quasiment de ce qui est normalement obligatoire pour une entreprise à dépenser en termes de formation. Très bien. Et vous, Monsieur Merchaud, au niveau de l'Île-de-France, vous gérez beaucoup plus de grandes entreprises, je crois ? Alors oui, la particularité de l'Île-de-France, c'est que notamment on a pas mal de sièges d'entreprises et donc des entreprises assez importantes qui nous confient leur budget formation. Alors de nouveau, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Boris Bokowski, on a ces parties obligatoires qui sont mutualisées. D'ailleurs, la collecte vient de se faire puisque la date limite de versement était au 28 février et qui servent à financer les dispositifs qu'on a rappelés. Et puis il y a la partie plan de formation. Et là, les entreprises, globalement, peuvent ou non passer par un OPCA. Elles peuvent gérer elles-mêmes leur budget. Elles peuvent le confier à leur OPCA de branche en fonction de leur secteur d'activité ou le confier à Opcalia. Et sur ce plan-là, donc oui, nous, on a pas mal d'entreprises qui nous confient leur budget pour bénéficier des services de gestion, d'accompagnement et de conseil. Donc en Île-de-France, pour vous donner un ordre de grandeur, les cotisations que nous gérons sont de l'ordre de plus de 200 millions d'euros si on prend les fonds des branches et les fonds des... Ça correspond à combien d'entreprises ? Alors, on a à peu près un peu plus de 10 000 entreprises qui sont adhérentes. Alors, bon, il y a les grandes entreprises qui représentent quelques milliers, mais on a aussi toutes les entreprises de plus petite taille, et notamment les moins de 10 salariés, qui, elles, cotisent, mais qui... on ne peut pas rentrer dans le détail, mais globalement, la plupart relèvent de secteurs professionnels qui font qu'elles ne peuvent pas nous confier. Nous, notre cible, finalement, nos adhérents et nos clients, si on devait utiliser ce type de mot un peu commercial, ce sont les entreprises de plus de 10 salariés. C'est là qu'on peut développer nos services, les associer à des projets qu'on va développer, par exemple. Mais si je vous entends bien, j'ai bien entendu, les entreprises ne sont pas obligées de passer par un OPCA, un organisme... Tout à fait. Alors, comment ça s'explique, ça ? Ça veut dire, c'est bien cette différence entre les branches ? Oui. Donc, on a effectivement la partie fiscale qui définit le minimum des contributions. Et ensuite, on distingue deux types d'entreprises, finalement. Celles qui relèvent d'une branche et celles qui ne relèvent pas d'une branche. C'est ça. Celles qui ne relèvent pas d'une branche, elles rentrent dans le champ interprofessionnel. En général, c'est l'application du droit commun. Et celles qui relèvent d'une branche, selon les cas, cette branche a défini un organisme collecteur de branche qui est donc habilité à collecter certains types de contributions et qui est le seul habilité à les collecter. C'est notamment toutes les contributions professionnalisation. Et puis, d'autres entreprises sont rattachées à des branches et n'ont pas défini un organisme collecteur de branche. Et de fait, elles rentrent dans l'interpro. La force d'Opcalia en tant qu'organisme collecteur interpro et interbranche, puisqu'on est aussi amené à héberger des branches en notre sein, c'est d'être capable d'intervenir sur tous les secteurs d'activité. Donc une entreprise, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la moyenne, on est largement au-delà des obligations légales. Eric le rappelait, elle a la possibilité soit de tout verser à sa branche, soit de verser le minimum légal à la branche et de gérer le reste seul, en interne, soit de confier cette partie libre à un organisme collecteur interpro, et en l'occurrence, c'est là qu'on intervient. Mais ça signifie que tous les adhérents d'Opcalia, à part ceux qui sont rattachés à une branche, tous les adhérents Opcalia ont la possibilité
ou non de travailler avec nous. Donc on est sur la quasi-totalité de nos adhérents, des entreprises qui le font spontanément et volontairement. Alors que pour les branches, ce n'est pas le cas. Si vous relevez de la métallurgie, typiquement, vous avez l'obligation de contribuer une partie de vos contributions à la métallurgie. Si on veut un peu schématiser, parce que c'est vrai que c'est compliqué, ça varie d'une branche à l'autre et disons que la lisibilité du dispositif n'est pas évidente quand on ne baigne pas dedans. Si on veut schématiser, les entreprises sont obligées de cotiser auprès d'OPCA en fonction de leur secteur d'activité. Ces sommes sont mutualisées au sein de l'OPCA et va s'exprimer à travers ces fonds mutualisés une politique de branche, une politique des partenaires sociaux pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, la professionnalisation des salariés, où on parlait du DIF tout à l'heure. Mais finalement, l'autre partie, et qui est la partie la plus importante, qui est le plan de formation, le législateur, depuis 40 ans, a décidé que c'était de la responsabilité de l'entreprise. Et donc là, l'entreprise, finalement, a une obligation de consacrer un certain pourcentage minimum au niveau de la formation, ouais, voilà. mais finalement, l'obligation ne va pas au-delà. C'est-à-dire que l'entreprise peut gérer elle-même son budget, décider librement de l'achat de sa formation, et donc de le confier à un OPCA de son choix, sachant qu'il y en a plusieurs. Il pourrait même, si à la limite il ne voulait pas passer par un OPCA ou ne pas faire de formation, il y a, paraît-il, encore quelques entreprises dans ce cas-là, il peut très bien verser au Trésor public son obligation fiscale et s'arrêter là. Et donc il y a vraiment un libre choix du chef d'entreprise sur son plan. Et je comprends bien, donc ça m'éclaire un peu sur aussi votre positionnement ici dans un salon comme Solutions Ressources Humaines, parce que vous avez une autre mission, peut-être, c'est de communiquer et de faire la promotion de votre savoir-faire auprès des entreprises. Alors, voilà. Est-ce que ça explique votre présence aussi ici? Comme on vous l'expliquait, les entreprises ont une totale liberté de venir chez nous ou pas. Donc ça signifie qu'elles attendent un service et que ce service, il doit être pertinent, il doit être efficace, il doit être de qualité. Donc on a l'obligation à la fois de se tenir informé et en veille permanente par rapport à l'environnement de la formation professionnelle, aux évolutions législatives, aux décrets qui peuvent paraître, etc., donc aux évolutions réglementaires. Mais on a aussi l'obligation d'être en veille sur les tendances en termes de ressources humaines qu'on peut sentir sur le marché du travail, dans les entreprises, les nouvelles méthodes de travail, les nouvelles méthodes d'apprentissage, les nouveaux outils qui permettent de piloter. Voilà, donc on voit bien dans votre salon, vous avez tout un espace qui est réservé à la formation à distance, notamment le e-learning, avec des outils qui sont de plus en plus performants, des plateformes qui se mettent en place, du blending. Bon, on a, nous, l'obligation d'être à la fois présent pour collecter, financer les actions de formation, mais aussi pour faire avancer en quelque sorte la réflexion sur ce que peuvent être les pratiques de gestion des compétences, d'évolution des compétences. Et d'ailleurs, notre marque, finalement, c'est ce qui est écrit sur toutes nos brochures, c'est d'être promoteur de compétences. Donc l'idée, c'est vraiment d'être aussi un relais en termes de conseils auprès d'entreprises sur les différentes postures qu'elles peuvent aborder ou avoir quant à la gestion des hommes au sein de l'entreprise. Alors, si j'ai bien compris, donc vos interlocuteurs au niveau de l'entreprise sont à la fois le management ou le DRH, mais aussi donc l'employé. Est-ce que l'employé peut lui-même venir vers vous pour dire j'ai besoin d'une formation et il passe d'abord par son employeur et ensuite par vous? Comment ça se passe? Maintenant, rentrons dans le concret. Notre contact, notre adhérent, notre client, c'est d'abord l'entreprise. L'entreprise et ses salariés, mais c'est l'entreprise. Donc c'est le responsable de l'entreprise, c'est le DRH, c'est le responsable formation quand il y en a un. Ce qu'il y a, c'est que d'abord on est administré paritairement et donc il y a le souci de notre conseil d'administration de développer des prestations et des services pour l'entreprise et ses salariés. Alors on n'est pas outillé en direct pour répondre à des demandes directes des salariés. Et un salarié qui se tournerait vers nous, on aurait tendance à d'abord l'aiguiller vers son employeur. Mais on développe une série de services pour les salariés, sachant qu'en plus,
les dispositifs se sont élargis. Aujourd'hui, on parle de DIF portable. Quand on parle de DIF, c'est bien d'un droit individuel à la formation. Donc, on a développé des plaquettes, des outils en ligne pour que les salariés puissent notamment suivre leur formation, se renseigner, obtenir les informations. Il y a un passeport formation, par exemple, qu'on peut mettre à la disposition des salariés, qui est un récapitulatif de tout ce qu'ils ont fait en matière de formation. Mais aujourd'hui, nous, rappelons-le, contrairement au FONGECIF qui gère le congé individuel de formation et qui, lui, répond à une demande et à une démarche individuelle, nous, on est d'abord au service des entreprises. Oui. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'entreprise est vraiment à l'écoute de tout le dispositif que vous gérez et que vous mettez à leur portée? Est-ce qu'il sait tout ça? Alors, elle est à l'écoute d'abord pour en quelque sorte, le nerf de la guerre qui est le financement du projet formation. Ça, c'est sûr. Hein, donc, comme vous l'avez compris, Eric l'évoquait, le CIF, c'est pas le même interlocuteur que pour le DIF, que pour le contrat de pro, que pour les autres dispositifs. Chaque dispositif a des critères d'éligibilité spécifiques qui font que globalement, on peut reconnaître que c'est pas toujours aisé pour un profane de rentrer dans le financement de la formation professionnelle. Donc notre rôle, c'est de dire aux entreprises, votre clé d'entrée, c'est pas le budget qui définit un plan de formation, mais c'est un besoin en compétences qui définit un plan de formation. Et nous, ensuite, on se propose de travailler sur l'ingénierie du financement de ce plan de formation. C'est trouver les dispositifs, déployer ces dispositifs pour que vous puissiez typiquement faire un plan de formation qui coûte 120 avec un budget de 100. C'est trouver les 20 qui manquent. Donc ils sont effectivement fortement à l'écoute d'abord parce que sur ce financement parce que c'est la faisabilité du projet. Hein, concrètement, s'il leur manque 20, ils ne peuvent pas faire les 20, donc il faut qu'on les trouve. Et ensuite, ils sont aussi à l'écoute de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont aujourd'hui les pratiques dans les autres entreprises. Il y a du benchmark qui se fait, notamment sur le e-learning. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, on a un peu de recul. On se rend compte qu'on glisse petit à petit du e-learning pur et dur au e-learning avec du présentiel, du blending. Enfin, et ça, c'est le résultat de... Excusez-moi, ma question était sur le comportement. Enfin, quand je disais, est-ce que l'entreprise est à l'écoute? Est-ce que ça veut dire, est-ce que l'entreprise ne se débarrasse pas de cette obligation légale de cotisation, enfin puisque vous collectez les fonds, et puis pour le reste, bon, ils attendent que vous veniez vers eux ou même pas, je sais pas. Alors moi, je parlerai des grandes entreprises. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inconnus par rapport à votre mission, parce qu'on va y venir, hein, à vos domaines de spécificité, votre mission de conseil, etc. Mais j'ai l'impression que souvent, vous êtes donc pilogué, si j'ose dire, comme un organisme collecteur, un point, c'est tout. Oui. Et c'est peut-être dommageable parce que vous allez au-delà. On va au-delà, mais... Encore une fois, l'entreprise ne met pas en place de la formation uniquement pour consommer un budget formation. Non, mais ils y sont obligés. Oui, mais ils y sont obligés en partie. Comme je vous le disais, ils sont quand même largement au-delà des obligations légales. Donc, ils mettent en place. Et puis, même s'ils sont obligés, ils ne vont pas faire de la formation juste pour faire de la formation. Ils essayent, à minima, que cette formation, elle soit en lien avec leur activité, que ça apporte quelque chose de point de vue productivité. Mais globalement, non, on a une écoute plutôt positive de nos entreprises parce que, encore une fois, comme ils sont adhérents volontairement, c'est qu'ils attendent qu'on leur apporte des éléments nouveaux de réflexion, de sensibilisation, d'information. Et ils sont, moi je sens une certaine appétence de ce point de vue-là, tant sur l'ingénierie financière parce que c'est le nerf de la guerre, que sur les différents dispositifs ou les différentes évolutions qui peuvent exister en termes de formation. Donc on a les deux qui sont présents. C'est rare qu'une entreprise nous ferme la porte si elle ne veut pas qu'on l'accompagne. Il faut peut-être distinguer effectivement les grandes entreprises qui identifient ce qu'on peut leur apporter, qui nous utilisent et qui ont... Pourquoi? Parce qu'en interne, elles ont les compétences sur les dispositifs, sur les acteurs et donc savent ce qu'un OPCA peut leur apporter et essayent d'en tirer le maximum. Sur les PME et les TPE, il est vrai que c'est nous qui devons aller vers elles. Hein, elles auraient tendance effectivement à nous identifier comme un percepteur de cotisation formation et puis à nous solliciter pour des financements.
Et justement, nous, on ne veut pas se cantonner à ce rôle de collecteur-distributeur. On pense que notre valeur ajoutée, elle va bien au-delà de ce type de prestations. Et donc, on va voir les entreprises pour leur expliquer d'abord comment ça marche, combien c'est important. Elles savent qu'elles sont un peu le nez dans le guidon au niveau économique et commercial et que souvent les questions RH et de formation sont laissées de côté. Donc à nous de les persuader qu'il y a des choses à faire et que finalement ça peut avoir un impact positif sur leur activité, sur leur bon fonctionnement. Alors les grandes entreprises, elles sont pas... peut-être, à quelques moments, elles n'utilisent pas l'ensemble de leur financement, si ? Si, globalement, les grandes entreprises utilisent leur budget formation. Alors donc, parce que si c'est... Normalement, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de la non-utilisation de certains budgets, non ? Ça se passe comme ça. C'est vous qui en êtes le gestionnaire de ces fonds. Oui, il y a des dispositifs qui... Alors nous, on collecte les fonds et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui n'utilisent pas la totalité de leur budget. La loi a prévu des mécanismes qui évitent que notamment les petites entreprises qui n'utiliseraient pas tout leur budget fassent profiter de leurs fonds non utilisés aux grandes entreprises et pas l'inverse. Donc les mécanismes sont faits pour que l'argent aille plutôt vers les petites entreprises. Alors ça marche très bien sur la professionnalisation. Dès qu'on parle de contrat de professionnalisation, de période de pro et même de DIF, on voit que ce sont massivement les fonds des grandes entreprises qui vont vers les petites entreprises. Ah, quand même. Oui, oui. En revanche, sur le plan... De nouveau, comme il n'y a pas d'obligation, il y a une utilisation libre des fonds. Donc ça, c'est une forme de bonus pour les petites entreprises. Ah oui, oui, c'est clair. Puis un autre phénomène, c'est que les OPCA ont développé des services, des prestations d'accompagnement, de conseil, et puis des services liés à des projets emploi-formation, on va peut-être y revenir, et qui bénéficient à l'ensemble des entreprises. Et là aussi, c'est plutôt payé par les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, le mécanisme est plutôt bien fait pour que les entreprises, disons, les petites entreprises bénéficient des services qu'on peut apporter en général aux entreprises. Alors comment vous collectez, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, donc les informations sur enfin vous l'avez en gestion, c'est-à-dire qu'il y a des dates limites d'utilisation de ces fonds, c'est tous les ans que ça se passe, et donc après on peut reverser ces fonds à d'autres demandes d'entreprises. Alors chaque année, donc les entreprises versent. Alors de nouveau, il faut distinguer le plan de formation qui est à la main du chef d'entreprise et les autres fonds qui relèvent plus d'une politique. C'est compliqué. Oui, oui, c'est compliqué. Donc chaque année, les entreprises versent une cotisation fixée par la loi. Ces fonds sont mutualisés. Les partenaires sociaux décident de mutualiser ces sommes et d'intervenir et de financement. Pour les utiliser. Oui. Il y a des tolérances des fois. Alors sur le plan de formation, c'est un peu plus qu'un an. C'est au-delà. En fait, c'est fixé par le conseil d'administration de l'OPCA. L'OPCA dit écoutez, vous nous avez versé des cotisations. Je laisse ces fonds à votre disposition pendant 1 an, 2 ans, à charge pour vous d'utiliser ces budgets. On va vous aider à évaluer vos besoins, à acheter votre formation, à bâtir votre plan, à le mettre en œuvre, à l'évaluer. Et normalement, vous allez utiliser votre budget formation. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser une question plus pratique. Comment vous fonctionnez? Comment vous mettez ça en place? Quelles équipes sont chargées d'aller voir les entreprises, les unes les petites, les autres les grandes? Comment ça se passe parce qu'au niveau de la gestion administrative des fonds, ça on a compris, donc ça va. Mais dans le détail, quand on rentre, parce qu'après on va venir à la mission de conseil que vous pouvez avoir, donc vous pouvez conseiller certaines entreprises, et je vais jusque-là dans ma question, à investir dans la formation, sur certaines formations plus que sur d'autres. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, alors sur le premier point de votre question, l'organisation, elle est assez simple finalement. Donc comme je vous l'ai expliqué, on a 3 pôles au sein d'Île-de-France qui correspondent à une offre de services spécifique en fonction des pôles, donc petites entreprises, moyennes et grandes. Mais ces 3 pôles ont le même type de configuration avec des effectifs un peu différents en fonction des portefeuilles.
Typiquement, on a donc deux types de population. Les assistantes ou assistants sédentaires qui sont chargés de tout le suivi et toute la gestion administrative des dossiers. Donc, c'est les personnes qui réceptionnent les demandes de prise en charge des entreprises, qui payent les organismes de formation et qui font le reporting à l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle se libère administrativement de cette charge-là et en parallèle, elle récupère des statistiques qui lui permettent de piloter son plan de formation. Donc ça, c'est vrai sur les trois pôles. Plutôt population assistante et assistants. On a une autre population d'itinérants, si je puis dire, qui sont donc des conseillers et des conseillères qui vont au contact des entreprises et à la fois étudier le plan de formation et faire une prestation d'accompagnement, de conseil, d'identification du besoin. Et en fonction de ces besoins, soit on peut nous-mêmes intervenir parce que c'est notre champ de compétences, ou alors on est amené à solliciter des experts qui vont intervenir en lieu et place donc, de notre intervention et qui vont, avec lesquels on va essayer d'avoir un relais. Et c'est justement un peu l'intérêt de la fonction de conseiller, c'est qu'on est à la fois avant l'intervention d'un spécialiste et après l'intervention d'un spécialiste. Donc on est sur une population qui régulièrement rencontre ces entreprises et fait le point avec elles. Donc c'est ce que vous appelez les équipes projets, c'est ça? Non. Alors en parallèle, il y a des équipes projets oui. qui, elles, interviennent sur des projets spécifiques. Je ne sais pas si tu veux en parler, oui, Eric. Au contact des entreprises, donc on a les assistantes administratives qui gèrent les budgets, les actions, les conseillers en formation qui vont dans l'entreprise accompagner les entreprises, expliquer, je venais de lister l'accompagnement qu'on pouvait offrir aux entreprises. Et effectivement, troisième catégorie, mais qui est un petit peu transverse à toute l'activité d'un OPCA, on a une équipe projet, c'est-à-dire une équipe de chefs de projet qui tissent des partenariats avec des financeurs, le conseil régional, l'État, le FPSPP, un organisme de péréquation qui travaille avec les OPCA, ou d'autres financeurs. On a aussi des partenaires. Par exemple, on souhaite œuvrer en faveur de la formation et de l'emploi des handicapés. En complément de la GFIP, on a par exemple une convention avec la GFIP pour relayer cette information et aider les entreprises à ça, c'est dans le domaine que vous préconisez voilà. au travers de votre conférence, on va en parler. Oui, sur la diversité. Sur la diversité. D'accord, mais je vais vous demander si vous êtes à la fois concepteur d'outils pédagogiques et redistributeur de ces outils, quoi. Enfin, oui, alors... Si vous allez sur notre stand, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs kits méthodologiques qui sont à disposition, qui ont effectivement été créés par Opcalia et qui traitent aussi bien de la gestion... Donc vous pouvez être en amont, alors. Bien sûr, qui traitent aussi bien de la gestion des compétences que de la négociation d'un accord sur la politique senior ou la politique pour handicap, pour la diversité. Donc on outille nos adhérents régulièrement sur différents types de spécificités qui sont en lien avec la gestion des compétences et la gestion des hommes. Et je suppose que c'est en lien avec l'écoute de tout ce qui se passe sur l'évolution des outils bien sûr qu'on a donc, oui. aussi bien sur le numérique que sur... Il y a, quand les obligations, enfin quand il y a eu l'accord senior qui a été mis en place, on a organisé une multitude de conférences et de petits déjeuners pour informer et sensibiliser les entreprises sur cette nouvelle obligation et sur les méthodes pour mettre en place un accord senior. Mais en parallèle, on a aussi mis à disposition un kit qui permet, un peu un clé en main, de peaufiner, de réaliser et de mettre en place un accord senior. Voilà. Donc on le fait aussi sur le handicap. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à la fois prestataire de services et de conseils auprès des entreprises, mais on est aussi un outil au service d'une politique définie par les partenaires sociaux, parfois par le gouvernement, puisqu'on est quand même agréé par l'État. Et on est en plein dans l'air du temps, je dirais en général. On est sur les problématiques du moment. Alors pour en terminer justement et conclure là-dessus, parce que vous avez une conférence qui s'intitule, je crois que je l'ai là, pour ne pas... La diversité. Donc comment faire de la diversité un atout social et économique pour l'entreprise. Donc ça fait partie de
de vos atouts, en fait, de ce que vous jouez en matière de communication et de conseil. La diversité, bon, c'est à la fois à la mode, mais il y a besoin d'informations dans l'entreprise. Comment vous procédez? Bien sûr, là, vous allez en faire une conférence et dire quelles sont pour dépasser l'obligation légale, hein, puisque c'en est une. Mais comment vous pratiquez? Parce que la diversité, c'est à la fois... vous pouvez pas dire... Il y a différents niveaux, j'ai envie de vous dire, c'est un peu selon. Donc on va avoir des activités type manifestation, petit déjeuner, qui vont avoir pour objectif de sensibiliser, et ensuite les entreprises vont venir vers nous parce qu'effectivement ça nous intéresse de travailler sur la question. Il y a la relation du conseiller et de la conseillère au quotidien qui rencontre une entreprise, qui sensibilise et qui se dit effectivement j'ai envie de travailler sur la question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et dans ce cas, on fait intervenir nos spécialistes, puisqu'on a un pôle spécifiquement dédié sur ces thématiques-là, qui va intervenir au sein de l'entreprise pour l'accompagner sur tel ou tel projet ou telle problématique RH, que peut être la diversité par exemple. La diversité, Donc c'est... Et puis on a des entreprises qui vont sur notre site, qui voient les informations et les contacts sont affichés et donc spontanément ils se dirigent vers nous. Et puis dernier petit point, on a aussi celles qui nous connaissent parce que le partenariat il s'inscrit quand même sur du moyen et du long terme et qui savent qu'on est plutôt proactif et qu'en général on n'a pas réponse à tout, mais disons qu'on peut certainement les aiguiller et les orienter, voire les accompagner sur des différents dispositifs qui traitent encore une fois de la gestion des hommes et des compétences. Donc c'est aussi fréquent qu'on ait des appels en disant voilà j'ai ce projet, est-ce que vous pourriez soit vous m'aider à le mettre en place ou est-ce que vous connaisseriez un prescripteur ou vous pourriez être prescripteur de quelqu'un qui serait compétent en la matière. Mais on essaye d'agir un peu sur le marché. Oui, je le vois très bien, et c'est ce qu'on apprécie ici, puisque votre intervention dans la conférence est donc... Alors c'est vrai que naturellement, les entreprises vont peut-être pas y aller, mais justement, on essaye de les convaincre qu'il y a un intérêt, que c'est pas seulement pour la bonne cause, mais que ça peut rejoindre aussi leurs préoccupations économiques ou RH en général. Et c'est le sens de l'intervention tout à l'heure. Oui. Et de votre mission donc, qui dépasse l'organisme collecteur dont on parlait au début. Et de très loin. Oui, de très loin. En tout cas, je vous remercie de votre présence sur ce salon et j'invite bien sûr toutes les personnes ici présentes donc, à venir nombreux. C'est de 14h à 15h30 et c'est le jeudi 28 mars 2013, c'est-à-dire après-demain, et donc où vous allez intervenir sur le domaine de la diversité en entreprise. Monsieur Bokowski, je vous remercie. Et Monsieur Berchaud également. Merci de votre présence. C'est nous qui vous remercions. Merci. À bientôt.